Bon, bah, écoutez, on va démarrer. Les retardataires ont toujours tort. Donc, merci beaucoup d'être venu dans ce jour de chaleur épouvantable, venir vous rafraîchir à l'évocation des soubassements, des réserves, des musées. Gérard Audinet, mon complice dans cette présentation, est directeur des maisons Victor Hugo, à la fois à Paris et à Guernesey, et il va vous parler d'une manière, on s'est réparti un peu la tâche. C'est un praticien, c'est un directeur d'institution. Il a l'expertise des réserves, leur pratique, et donc c'est ce côté qu'il va couvrir, Gérard. Et moi, je vais vous essayer de vous emmener peut-être dans un autre univers, qui est celui de cette collection dont je suis l'auteur et l'animateur. Et en fait, je n'ai aucune expertise dans le domaine des réserves, parce que je ne suis qu'un voyageur, quelqu'un qui a traversé ces réserves comme on traverse des pays, et qui voudrait vous en rendre compte comme d'une chronique, en fait. Et je vais le faire d'une manière très impressionniste, hein, pas forcément très exhaustive, impressionniste. Et quand j'ai commencé à préparer cette conférence, j'ai essayé de me remémorer en fait ces 30 épisodes, puisqu'il y a 30 épisodes. Voilà, venez, venez vous installer. Mais je dis donc que quand j'ai préparé cette conférence, j'ai essayé de me remémorer en fait ce parcours pendant 3 ans. Et je me suis rendu compte en fait que je ne me souvenais plus grand-chose. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que finalement j'ai oublié tout ça? Et je crois que j'ai oublié tout ça parce que c'est un peu comme lorsqu'on se réveille d'un rêve. On se réveille d'un rêve, on a des flashs, mais on ne se souvient plus de tout. Et donc, si au fond la vie est peut-être un songe, les réserves sont peut-être un songe. Et donc, à partir de ce songe, je vais essayer de vous proposer en fait 6 images qui sont liées à ce songe que j'ai vécu au travers de ces 3 dernières années. Alors, la première image, c'est celle de la réserve à Théâtre des Ombres. Et donc là, il faut que je convoque une image qui est l'image inaugurale, en fait, la scène inaugurale qui m'a donné envie de faire cette collection. Donc, je me trouve dans un musée à Arles, le musée d'art antique, et je suis en train de travailler avec le directeur pour préparer en fait un partenariat avec le parc archéologique de Pompéi. Et le directeur me dit, mais est-ce que ça vous dirait de descendre dans les réserves? Et il me dit, vous savez, c'est un peu compliqué parce que c'est un vide, c'est sous le musée, il n'y a pas de lumière et il faut descendre par une échelle de corde. Donc on va partir avec voilà, avec des torches et on va descendre dans le vide. Et donc on descend tous les deux et là, le théâtre des ombres apparaît. C'est-à-dire qu'à partir de ces différentes torches qui éclairent des sarcophages, des bustes, là, je vois quelque chose qui se présente devant moi, qui est d'une grande émotion. Et comme en plus j'avais avec moi le directeur de ce musée qui était un grand conteur, en fait, les objets, les œuvres ont commencé à chuchoter et à raconter en fait l'histoire et le fait qu'elles étaient tenues au secret puisqu'elles étaient là depuis longtemps et qu'elles ne pouvaient pas remonter vers les collections. Donc c'était un moment très très émouvant, une sorte d'épiphanie. C'est un peu, oui, c'est un peu gros de dire ça, mais j'en suis remonté tout bouleversé. Et quand je suis remonté, je me suis dit, ben, il faut absolument que je partage cette émotion avec d'autres personnes, que je la fasse vivre. Et donc, j'ai réfléchi à ce projet et j'ai été voir Arthur Soria, qui n'est pas encore arrivé, qui est le producteur de cette collection. Et je lui dis, voilà, Arthur, j'ai cette idée, je n'ai aucune crédibilité dans le domaine de la radio, pas plus dans le domaine des réserves, mais j'y tiens beaucoup. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, il m'a dit, bah oui, essayons. Et l'idée était la suivante. En fait, je voulais que ce ne soit pas une conversation d'expert à expert, puisque moi, je n'en avais absolument pas la compétence. Je voulais que ce soit une conversation entre un curieux, le curieux que je suis, le quidam que je suis, et peut-être vous représentant, pour poser des questions à des gens qui, eux, savent. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, je voulais une déambulation
effective dans les réserves. Et comme on ne pouvait pas tout voir, en fait, il fallait sélectionner ce qu'on a appelé des œuvres balises, donc quatre, cinq œuvres qui permettent de raconter en fait la réserve autant que le musée. Donc, c'est ces deux éléments. Le troisième élément, je voulais donner à voir des choses que par définition, on ne peut pas voir. Mais je voulais au fond que la conversation avec les conservateurs, les régisseurs, permette en fait de raconter une histoire de l'œuvre et que ce soit au travers aussi de la découverte de cette œuvre, de l'émotion que l'on a à la découvrir, que l'auditeur puisse se faire lui-même en fait une idée de l'œuvre. Un autre point, c'était aller dans les interstices, c'est-à-dire ne pas forcément raconter ce qu'on attendait d'un artiste. Donc aller peut-être, par exemple, Zakin, on attend le sculpteur, aller voir plutôt finalement le dessinateur ou l'illustrateur, donc aller en contrepoint. Et enfin, puisque la série s'appelle Chef-d'œuvre en réserve, chef-d'œuvre, je ne voulais pas en faire du tout faire un catalogue des chefs-d'œuvre, je voulais plutôt en fait compléter le musée imaginaire qui est le nôtre, où chacun a au fond dans son dépôt d'imagination, de mémoire et parfois d'inconscient des œuvres qu'il habite. Et je voulais en fait compléter voilà, cet élément. La deuxième image que je voudrais vous proposer, c'est l'image en fait du miroir. Donc pour moi, en traversant ces réserves, je me suis rendu compte, au départ je pensais que les réserves se ressemblaient toutes. Et je me suis rendu compte en réalité que la réserve est un miroir que le musée, peut-être vous me direz si c'est vrai, Gérard, que la réserve est un miroir que le musée se tend à lui-même. Et que donc on a en fait autant de réserves que de musées. Et la réserve, en fait, est tout à fait symptomatique de la façon dont le musée a été créé, dont sa collection a été créée et quelle est son identité. Si on prend par exemple le MAC-Lyon, qui est un grand musée d'art contemporain à Lyon, bon, c'est un musée qui est vraiment autour de la création contemporaine et qui est vraiment dans la mission et d'accompagner un certain nombre d'artistes contemporains, et y compris dans des œuvres qui ont été faites, des œuvres de commande pour le musée. Et donc, les réserves du musée du MAC-Lyon sont des réserves gigantesques dans lesquelles on trouve des œuvres qui sont des œuvres vraiment immenses. Si vous allez par contre au musée de Roubaix, la piscine de Roubaix, là, la réserve est une identité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu, à partir de cette ancienne piscine qui avait été créée, ils ont voulu mettre dans la réserve l'identité du musée, et notamment un élément qui comptait beaucoup pour eux, qui était le textile. Parce que après avoir été en fait la noblesse de cette région, le textile était le symptôme de sa décadence, de sa chute, et les Roubaisiens ne tenaient pas tellement à ce qu'on mette. Et puis finalement, ils se sont dit, mais non, il faut mettre dans les réserves les textiles et les mettre non seulement en réserve, mais aussi dans les collections. Si vous allez au MUDAM au Luxembourg, vous vous rendez compte que les réserves en fait sont dans un port franc qui est à l'extérieur du musée, tout simplement parce que la collection a été constituée avant le musée. Donc, et c'est une collection très très importante qui est dans un espèce de Fort Knox d'ailleurs, et elle a été constituée avant qu'on mette les œuvres sous le musée. Si vous allez au Pompidou-Metz, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de collection. C'est donc un autre concept. Et si vous allez enfin dans des réserves patrimoniales, c'est-à-dire les réserves de la Monnaie de Paris, les réserves du Mobilier National, les réserves du Musée de l'Air et de l'Espace, là, vous sentez vraiment l'importance, le caravansérail d'œuvres, parce que c'est à la fois les œuvres qui ont tout jalonné toute l'histoire de ces manufactures, par exemple, mais c'est aussi les savoir-faire qui sont là et qui sont contenus dans les réserves. Donc voilà, c'est aussi un réserve. Puis au bout d'un moment, quand on va dans la réserve, en fait, très vite, on pige l'identité de la réserve au travers, l'identité du musée au travers de la réserve. On voit très bien de quoi il s'agit au travers de la réserve. Donc ça, c'est la deuxième image que je voulais vous proposer. La troisième, c'est celle du royaume. Donc, j'ai senti que finalement, les réserves, c'était un royaume. Alors d'abord un royaume vivant, parce que bah, ce qu'on y conserve, c'est des matières vivantes, c'est de la peinture, et donc ça vit, tout ça, ça vit, il faut le conserver, et conserver ces matières d'une manière vivante.
et puis sa vie aussi, vous seriez très surpris de voir à quel point les sens, nos sens, sont stimulés quand on est dans les réserves. L'odeur, les touchés, la vue, même dans les obscurités, sont extrêmement sollicités. Et enfin, c'est vivant, parce que peut-être que Gérard pourra nous dire, ce qui concerne voilà, la Hauteville House, euh, il y a en fait, les œuvres sont des personnages. Et ces personnages, pour les conservateurs, les régisseurs, les restaurateurs, sont vivants. Et je me souviens le dernier épisode, c'est l'épisode du Musée d'art et d'histoire de Genève. Et Milan Garcin, qui est un nouveau conservateur, me disait, mais moi, en fait, je vais régulièrement dans les réserves pour voir des œuvres que j'aime. Il y a notamment un tableau de Fuseli qu'il aime beaucoup. Il dit, voilà, je tire le compactus, je vois ce tableau, il me parle, et j'ai l'impression que Fuseli me parle. Donc il y a ce côté très, très vivant. Et puis le deuxième élément du royaume, c'est la profusion. On n'a pas idée, je crois, de la quantité d'œuvres qui sont gardées dans nos musées. Si vous prenez par exemple la Cinémathèque française, vous avez 6 000 machines, 6 000 machines, vous avez 80 000 bobines, vous avez 3 800 costumes. Si vous allez au Mucem, dont les réserves sont mais gigantesques, par exemple pour faire venir les réserves de Paris, puisque c'est une fusion entre le musée de l'Homme et le musée de tradition populaire, il a fallu 100 semi-remorques pour amener en fait les œuvres dans les réserves. Donc, quand vous arrivez dans ces réserves, il y a 1 million d'œuvres, c'est gigantesque. Quand vous allez, par exemple, à Galliera, quand vous rentrez dans les réserves de Galliera, mais c'est une ville où on voit en fait tous ces habits qui sont sur des portants, sur des cintres protégés. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la profusion, de l'extrême profusion. Dans le cabinet, par exemple, d'art graphique qu'on a voulu illustrer au travers d'un des épisodes du Petit Palais, vous avez 7 000 dessins, donc 3 000 dessins de joaillerie, uniquement de joaillerie. Donc voilà, il y a cette profusion. Et aussi, le royaume est aussi le royaume de l'intime puisque dans certains lieux, et notamment dans les maisons d'artistes, la réserve est un lieu très très intime dans lequel finalement on comprend mieux l'âme de celui qui a ou de celle qui a habité dans le musée. Donc c'est un royaume important et on peut se poser la question, puisque la collection s'appelle Chef-d'œuvre en réserve, de savoir est-ce qu'il n'y a que des chefs-d'œuvre ou est-ce que c'est un bric-à-brac. Et donc, on peut répondre les deux. Dans certains cas, c'est un bric-à-brac, à Capharnaüm. Et puis, dans un autre cas, c'est finalement des chefs-d'œuvre. Et donc, je pourrais vous faire des listes, des inventaires à l'après-vert. Alors, on peut commencer. Il y a un confetti, un grand 8, un bocal avec des noyaux de cerises. Il y a également une voiture qui reconstitue en fait le drame de Mesrine. Donc, elle a été complètement refaite avec les impacts de balles. Il y a un van, qui est un van qui se trouve au musée Maclyon. Donc voilà, ça c'est un premier inventaire. Alors, est-ce que ce sont des chefs-d'œuvre? Non, c'est soumis à, en fait, à la subjectivité. Puis on peut faire un autre inventaire en disant, ben, il y a un magnifique tableau de Monet qui se trouve au nouveau musée de Monaco. Il y a un autoportrait de Zapkine. Il y a des dessins absolument magnifiques qui illustrent les œuvres de Victor Hugo. Voilà, on est vraiment dans quelque chose. Mais en réalité, euh, ce dont on était convenu avec les gens que nous avions rencontrés, les conservateurs, les régisseurs, c'est qu'on n'allait pas parler simplement de chef-d'œuvre. Ce dont on allait parler, c'est de trésors qui étaient, c'est vrai, cachés et qui raconteraient une histoire du musée. Et parfois, c'est très étonnant de voir comment les premiers ou les dernières œuvres racontent une histoire. Par exemple, j'ai demandé, quand on était au le musée royal de Belgique, je voulais voir un des premiers tableaux de Magritte qui est un hommage à Broodcorrens, qui était un de ses amis. Et quand vous tirez le compactus et que vous voyez, alors que je n'aime pas tellement Magritte, vous voyez pour la première fois ce tableau vraiment des tout débuts de Magritte, c'est une grande émotion. Et puis il y a aussi les œuvres de la fin. Quand vous découvrez par exemple la dernière robe qui a été portée par Joséphine Baker
dans son dernier festival à Monaco, c'est une émotion. Donc il y a vraiment cette idée qui est l'idée voilà, du bric-à-brac et du chef-d'œuvre, les deux en même temps. Alors il y a aussi une autre image qui pour moi était assez parlante, c'était le fait que la réserve est un mouvement. C'est un mouvement très intense. Alors, pas dans toutes les réserves, mais souvent quand vous arrivez dans les réserves de grands musées, il y a du mouvement à tous les étages. Il y a des chariots élévateurs, il y a des ascenseurs, les œuvres arrivent, les œuvres repartent, il y a du mouvement. Et puis, il y a un autre élément qui est important, c'est la relation dans le mouvement entre la réserve et la collection ou l'extérieur. Alors ça peut être de l'ordre vraiment de l'élévation, c'est-à-dire que bah, il y a un certain nombre finalement d'œuvres qui ont été ignorées pendant de nombreuses années et puis qui, par la décision, soit une thématique, soit celle d'un conservateur, remontent à la surface. Est-ce que vous connaissez par exemple, je sais pas, Émile Koch ou Émile Douane? Est-ce que vous connaissez Paul Chandler? Bon, il y a autant d'illustres qui à l'époque ont été des peintres très connus et qui sont aujourd'hui, c'est vrai, en voie de remonter vers les collections ou vers des thématiques qui leur sont réservées. Donc il y a ça, et puis dans certains musées, au contraire, c'est de la circulation. Par exemple, le MUDAM, lui a complètement renoncé à avoir de la collection permanente au Luxembourg, et donc c'est une circulation permanente. Donc les œuvres remontent des réserves, vont dans les expositions, elles repartent, et en fait c'est un flux qui est un flux permanent. Donc on pense toujours que la réserve est un lieu immobile, inerte, et en réalité il y a énormément de mouvements. Une autre image que je voudrais vous proposer, c'est celle du fait que la réserve est un ordonnancement autant qu'on l'imaginait. Donc, elle est forcément, par nature, un ordonnancement, puisqu'elle a des usages qui sont les usages de la conservation, les usages de la gestion d'une collection, avec l'étiquetage, le fait qu'on rentre dans un inventaire, le fait qu'on sécurise des œuvres. Mais il y a ça qui est très important, bien évidemment, puisque c'est sa fonction première. Et il y a des métiers qui sont en fait affiliés à toutes ces fonctions. Donc, métier de conservateur, métier de régisseur qui gère les collections, métier de restaurateur. Et à ce propos, je voudrais vous dire que j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires, notamment les restaurateurs. J'ai rencontré il y a des restaurateurs de tout. Il y a par exemple une collection zoologique au musée de Strasbourg avec 1 200 000 spécimens. J'ai rencontré deux jeunes femmes dont le métier est de restaurer en fait les animaux. Donc quand j'y étais, il y avait par exemple un singe d'une espèce très rare, et elles étaient en train de lui redonner le regard premier qu'avait le singe. Vous avez des restaurateurs d'avions. Par exemple, actuellement, un restaurateur qui s'appelle Monsieur Mars, qui restaure, par exemple, la caravelle présidentielle au musée de l'air et de l'espace. Vous avez bien sûr des restaurateurs de peinture. Puis j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Anastasia Ozolin, qui est la restauratrice du Palais Galliera et qui a restauré, écoutez, si ça vous dit, l'épisode et qui a en fait restauré une robe de Madame Gray qui est en organza de soie et elle a mis 1 an pour pouvoir restaurer cette robe. Donc il y a des gens extraordinaires et vraiment je dirais que euh, dans ce parcours, je cherchais des trésors et j'ai rencontré des gens exceptionnels parce qu'ils sont en général d'une érudition incroyable. Gérard en est l'illustration, d'un dévouement euh, inimaginable aux œuvres, et puis d'une modestie. Ce sont des gens qui n'apparaissent jamais dans la lumière, et qui pourtant font un travail qui est absolument nécessaire. Donc voilà, il y a cet élément d'usage qui est très important, mais il y a un autre élément qui est celui de l'imaginaire. Et j'ai été très étonné, en fait, en échangeant, et peut-être que dans le cadre des questions, on va en parler, de voir à quel point l'imaginaire, au-delà de la fonction, est stimulé par la réserve. Et alors pour chacun d'entre nous, bon, vous savez, on pense à la caverne d'Ali Baba, parce qu'on ne voit pas. On se projette dans un imaginaire auquel on n'a pas accès. On pense à la caverne d'Ali Baba,
aux coulisses. Et chaque fois qu'en fait que quelqu'un venait me voir pour me parler de la réserve, il avait son propre souvenir en fait caché et qui en général remontait à l'enfance. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais vous donner une petite anecdote qui est très personnelle et vous comprendrez pourquoi je me suis lancé dans 30 épisodes. Il y avait à l'époque, dans les années que je ne citerai pas parce que vous comprendrez quel est mon âge, un feuilleton, une série de l'époque qui s'appelait Belphégor à la télévision. Ah, je vois qu'il y a des connaisseurs, pourtant qui n'ont pas l'âge, mais qui connaissent. Je ne parle pas du Belphégor revisité, hein. Je parle de celui des années de l'ORTF. Ça ne me rajeunit pas. Et donc, il y avait ce type magnifique, et ma sœur ici présente avait, avec le droit d'aînesse, elle avait le droit de regarder Belphégor qui était, à l'époque, il y avait 10 millions de spectateurs qui regardaient Belphégor sur 20 millions de personnes qui possédaient la télévision en France, hein. On parle d'un temps que vous ne connaissez pas. Et donc, moi, j'étais privé de Belphégor, c'était atroce, quoi, vraiment. Donc, qu'est-ce que je faisais? Donc, je mettais les chaussettes, je sortais de ma chambre, je mettais les chaussettes, je descendais tranquillement les escaliers, et il y avait en face une vitre. Et donc, je pouvais, en me collant contre le mur, écouter, en fait. Non, 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 Hélène, ne rigole pas, c'est un trauma pour moi. Donc, voilà, vous comprenez maintenant pourquoi, au fond, je me suis lancé dans le fait de faire 30 épisodes. Donc, alors, pour être plus sérieux, je crois, nous avons chacun notre réserve imaginaire et des souvenirs qui sont liés peut-être aussi au fait qu'on ne peut pas y accéder, on ne peut pas y aller. Donc c'est cette frustration qui peut-être agite notre imaginaire. Alors, je me suis aussi intéressé à l'imaginaire des artistes, puisque dans le cadre de cette collection, j'ai rencontré, enfin, on a fait intervenir des artistes. Alors c'est très intéressant parce que pour l'artiste, souvent la réserve, c'est la crainte de l'oubli, vraiment la peur de l'oubli. Si on n'est pas dans les réserves, on est oublié. Et aussi peut-être la possibilité d'être dans un éternel une pérennité, puisqu'on sera dans la réserve. Et je me souviens en visitant le musée Nicéphore-Niepce, qui est à Chalon-sur-Saône, il y avait donc un photographe, qui est un photographe assez connu, qui a fait beaucoup de travail sur les lieux très dangereux aux États-Unis et puis à New York. Et je lui dis, mais alors, donc, pourquoi vous donnez votre travail? Il m'a dit, mais parce que d'abord, mes réserves à moi, personne n'en veut. Surtout ma famille n'en veut pas. Et puis, ben, je vais être dans le musée qui est de celui qui a inventé la photographie. Et finalement, je peux mourir tranquille à partir du moment où je vais donner mes archives, mes réserves. Il y avait un autre artiste qui s'appelle John Isaacs, qui fait des grands personnages assez monstrueux, qui est un artiste contemporain anglais. Et donc on a parlé des réserves tous les deux. Il m'a dit, mais moi, pour moi, la réserve, c'est quelque chose de très, très compliqué, parce que j'ai déjà mes propres réserves chez moi. Et en fait, quand mes réserves sont pleines, parce qu'on me renvoie des œuvres, toutes ne sont pas vendues, en réalité, moi, je n'arrive plus à créer. Donc il y a une espèce de castration, en fait, du fait que la réserve est pleine, et comme elle est pleine, eh ben, il n'y a plus de vide pour créer. Donc il y a aussi dans l'imaginaire de l'artiste par rapport à la réserve quelque chose d'intéressant. Enfin, pour les personnels des musées, ce n'est pas seulement une fonction, c'est un imaginaire. Et je me souviens de Isabelle Bertolotti, qui dirige le Mac qui m'avait dit, ben, pour moi, c'est une grande angoisse. Je dis, mais pourquoi c'est une grande angoisse? Il me dit, parce qu'en fait, on crée des vides, on crée des nouveaux espaces. Alors, on a pensé que le premier espace sous le musée ben, n'allait pas se remplir aussi rapidement. Il s'est rempli très rapidement. On a ouvert un autre réserve, ça y est, il est plein. Et puis on va en ouvrir un autre. Donc il y a une espèce d'idée entre le vide et le plein, le comblement, et elle nous dit à la fin, et la peur de l'envahissement, en fait, la peur de cet envahissement tentaculaire, si bien qu'on a acheté certaines œuvres d'artistes, par exemple, il y a un grand 8 qui est d'un artiste chinois qui fait un plateau entier. Et il dit, ben, c'est quand même une angoisse de se dire qu'un plateau entier du musée, dans les réserves, va être occupé par une œuvre. Donc il y a ça. Pour d'autres, dans l'imaginaire, la réserve, c'est le conservatoire. C'est-à-dire notamment dans la monnaie ou le musée, par exemple, du mobilier national, la réserve, c'est ce qui, en fait, est le conservatoire des savoir-faire. Si jamais on a un problème, on retourne dans la réserve et là, on va redécouvrir au travers des différentes personnes
qui est resté. Et enfin, j'ai trouvé une idée assez intéressante pour les gens qui conservent de la photo ou du film, c'est l'Arche de Noé. C'est-à-dire que ces gens qui conservent les films dans la cinémathèque ou ceux justement au musée Nice disent probablement la pellicule va disparaître. Et si on ne la conservera pas, si on ne la conserve pas, tout va disparaître puisque le numérique aujourd'hui fait qu'on n'est pas sûr du tout de pouvoir conserver avec le numérique. Donc il y a l'idée un petit peu de l'arche de Noé. La réserve est là qui va nous permettre, en fonction de ce qui va se passer dans le monde et des matériaux eux-mêmes, de conserver quelque chose. Et puis dernière image, et après je passe la parole à Gérard. euh, pour moi, la réserve, c'est une poétique. Et je revendique vraiment cette notion de poétique, c'est-à-dire que d'abord, cette poétique, elle entre dans le champ lexical. Être en réserve, se mettre en réserve, se tenir en réserve, voilà, c'est un lexique que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et puis quand j'étais dans les réserves, je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est qu'en fait, j'étais tout le temps avec mon appareil photo pour faire des photos des noms des œuvres et des noms des artistes. Comme si ça formait une espèce de vocabulaire particulier. Et je me souviens notamment dans le Mac Lyon, il y avait un protège, une protège œuvre, et il y avait marqué dessus une œuvre de Ben. Je pense que vous devez connaître Ben. Et il y avait marqué J'attends. Et j'ai trouvé que pour finalement une œuvre en réserve, J'attends, c'était pas mal. Alors, il y a un deuxième élément dans la poétique, je trouve, c'est celle euh, de la théâtralité. Et en fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de scénographie inconsciente dans les réserves, avec des empilements, avec des entassements, avec des caches, quelque chose que finalement, les gens n'ont pas forcément conscience, puisque les gens qui viennent dans les réserves, c'est pour y ranger, pour stocker. Et en même temps, il y a des collisions qui sont des collisions tout à fait intéressantes. Parfois, vous tirez un compactus et vous voyez donc, par exemple, une œuvre de Fuseli qui est une œuvre sombre qui appartient au romantisme noir. Et puis à côté, vous avez, là, notamment à Genève, vous avez des petits paysages de montagne. Et puis ensuite, vous avez des œuvres orientalistes. Et cette collision, en fait, sur le compactus, crée quelque chose de tout à fait particulier. Voilà. Et puis, dernier élément, enfin, avant-dernier élément, euh, il y a cette question qui est la question du corps en mouvement dans la réserve. Souvent, on descend dans les réserves. On descend et on remonte. Ou on monte et on descend. Enfin, le corps est en mouvement et le corps, comme je le disais tout à l'heure, est extrêmement sollicité par, par ce rituel, par quelque chose. On n'est pas le même quand on sort de la réserve que quand on y est rentré. Et enfin, je crois qu'il y a du sacré dans la réserve. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui visitent les réserves. Je me souviens de Laurent Manoni qui en fait gère les 6000 machines de la cinémathèque. Et il m'a raconté cette anecdote que je trouve touchante. Quand Georges Lucas est venu à Paris, on lui a dit, mais Georges, qu'est-ce que vous voulez voir? Il a dit, mais moi, je ne veux rien voir qu'une chose, je vais aller dans les réserves de la cinémathèque, vous savez, qui ont été constituées par Henri Langlois. Et donc, il est arrivé dans les réserves et il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez voir dans les réserves? Il dit, je veux voir le cinématographe des Frères Lumière. Donc, il s'est approché, il a touché la machine, il a dit, voilà, Star Wars, c'est ça. Donc, il y a ce retour que font les grands créateurs. Une autre anecdote, par exemple, j'ai visité donc tous les manuscrits de la cinémathèque. Ben, il y a aujourd'hui des jeunes réalisateurs qui viennent voir la main au collet, le manuscrit de Hitchcock, parce qu'ils veulent voir les annotations. Il y a quelque chose de l'ordre du sacré qui intervient. Voilà, et pour conclure, peut-être un vœu que je peux partager avec vous avant de passer la parole. J'aimerais en fait que, puisqu'on est dans la poétique, peut-être on pourrait imaginer que sur les frontispices des réserves, on crée une sorte d'antonyme du chant 3 de la Divine Comédie, hein. Vous qui arrivez, lâchez toute espérance. Ben, moi, j'aimerais bien que sur les frontispices, on ait vous qui entrez, gardez toute espérance parce que
vous êtes au cœur de la beauté inaliénable du monde. Vera? Après cette très belle et très sensible présentation des réserves, j'ai peur de vous décevoir, parce que mon rôle est d'être au contraire très prosaïque. Et c'est vrai qu'il y a des réserves pour beaucoup rêver et fantasmer le public. Nous qui sommes du métier, ça nous fait quand même un peu moins rêver souvent. Parce que c'est vraiment drôle. Alors, deux raisons quand même, pourquoi est-ce qu'on a des réserves. La plus évidente, c'est à cause du surnombre. On a plus d'œuvres qu'on peut en exposer dans le musée. Et vous me direz que c'est assez consubstantiel à toute collection, puisque selon la boutade, on définit un vrai collectionneur comme étant celui qui possède plus d'œuvres qu'il ne peut en montrer dans son appartement ou dans sa maison. Donc, la collection est toujours et puis ça, c'est aussi dû au fait que les musées se veulent un peu scientifiques, donc ont un désir de totalité, il faut être représentatif d'un moment de l'histoire de l'art, d'un auteur. Nous, il faut qu'on soit représentatif de Victor Hugo sous toutes ses facettes, des époques de sa vie et dans toutes les pratiques artistiques qu'il a eues. Donc ça finit par faire du... Et c'est vrai que les musées ont aussi leurs deux balises comme ça qui augmentent le nombre des œuvres. C'est d'abord que les œuvres sont inaliénables en France, on ne peut pas les céder, pas les vendre, donc forcément on les conserve, on les garde. Et pour le mythe que la collection doit être vivante, donc elle doit continuer à s'augmenter, on doit acquérir, et acquérir de nouvelles œuvres fait partie de nos missions et sans doute l'une des plus passionnantes. C'est pour ça que ça ne cesse de, d'augmenter. Et puis, il y a une autre raison, c'est la réserve par nature. Il y a des œuvres qu'on ne peut pas exposer en permanence. Ce sont les œuvres sur papier, ce sont les photographies, des œuvres très fragiles. Euh, donc, la règle sacro-sainte, c'est 3 mois d'exposition, 3 ans de noir dans un placard. On ça évolue un peu, on règle le temps. Mais c'est vrai que on doit tenir compte de cette contrainte de conservation. Et donc, voilà, la vraie collection, sa vraie nature finalement, pour ces œuvres-là, c'est d'être en réserve et de n'être montré que par le biais d'expositions temporaires ou d'autres moyens. C'est en fait le fondement du cabinet d'art graphique ou des collections de textiles. Par exemple, au musée Galliera, le musée de Galliera n'avait jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas, le temps passait loin, pas d'espace de collection permanente. C'était un lieu qui accueillait des expositions, qui faisait des expositions en mobilisant beaucoup sa propre collection et qui, depuis quelques années, a au sous-sol un espace d'histoire de la mode, costumes, où ils font tourner leur collection pour les montrer. Alors, ce que c'est, comme ce que c'est que l'exil, alors ce que c'est qu'une réserve aujourd'hui, c'est pas imaginer le grenier de nos grands-mères, hein. C'est plus du tout ça. Les collections, les réserves ont beaucoup évolué. Au début, effectivement des lieux qu'on a aménagés à l'intérieur du musée. Nous, nos réserves à la maison de Victor Hugo, autrefois, étaient tout à fait inavouables. C'était sous les combles. Pour le coup, ça avait l'air d'un vrai grenier de grand-mère, c'était sous les combles, donc en pleine chaleur, en plein froid l'hiver, pas du tout sécure, l'endroit où ça flambe le mieux. Voilà, donc on les a délocalisés, on progresse, hein, les musées se professionnalisent sans cesse et évoluent sans cesse. Donc les réserves aujourd'hui, elles sont de plus en plus techniques, de plus en plus modernes, pour tenir compte justement de ces impératifs de conservation, c'est-à-dire de climat sain et puis de veille sanitaire, de contrôle des œuvres, de classement aussi par matière. On a des réserves spécialisées. On va avoir des réserves de photographie avec une température nicométrique très basse, des réserves un peu de température normale, même si on essaie d'avoir un climat stable, autour de 20 degrés, autour de 50% d'humidité pour les œuvres qui sont pas très fragiles, voilà, et puis des conditions de rangement spécifiques pour les œuvres graphiques, les dessins qui sont dans des boîtes, dans des cartons neutres, etc. Donc, il y a toute une part très, très technique de, de la réserve et de la conservation. Et comme le disait François, il y a beaucoup d'activités dans les réserves.
pas du tout le grenier où on va farfouiller une fois par an. Il y a toujours du monde dans les réserves. Beaucoup d'activités. D'abord, c'est des activités qui sont liées au mouvement des œuvres, à la fois internes au musée pour les renouvellements d'accrochage et puis pour les expositions, parce qu'on prête beaucoup nos œuvres, donc qui partent des réserves vers d'autres musées. Parfois, on en profite aussi pour coupler certaines interventions, euh, bien restaurer dans les réserves des espaces qui sont dédiés à la restauration. On encadre aussi dans les réserves. Tu encadrement. Studio de prise de vue aussi, c'est plus pratique plutôt que de déplacer et de faire courir des risques aux réserves pour aller les photographier dans un studio au musée, les photographier en réserve. Tout cela est beaucoup plus pratique. La réserve, et François c'était quelques exemples, est de moins en moins liée au musée finalement. À force de grossir, ben, on n'a plus la place dans le musée et les réserves sont de plus en plus externalisées et de plus en plus mutualisées. Alors, tant que maison de Victor Hugo, je reste musée de la ville de Paris, donc j'appartiens à Paris Musée, l'établissement public des musées de la ville de Paris, et donc un réseau de musées. Et plutôt que d'avoir chacun notre réserve à l'intérieur du musée, même si on conserve certaines réserves au sein du musée, on se trouvait plus pertinent de mutualiser nos réserves parce que ça mutualise les coûts d'espace, de location d'espace, d'achat d'espace, de consommation, d'aménagement, les grilles sur lesquelles on met les œuvres, les compactus, les armoires sécurisées, etc. Donc, qui dit réserves mutualisées, externalisées, ben, ça veut dire de nouveaux personnels qui sont dédiés à ces réserves, voilà, et des fonctions qui se, qui se diversifient justement par l'attention portée à la conservation préventive, à la veille sur Je fais une anti-sèche parce que je ne peux pas trop divaguer et puis pour pas oublier non plus trop. Divaguer, divaguer. Mais pas de problème. À la fin, je vais divaguer. Alors, et ce que seront nos réserves demain? On aura quoi nos réserves demain? Ben, comme je vous le dis, ça ne cesse d'augmenter ces réserves. Il y a une tendance aussi à la mutualisation. Alors c'est des fois très contraignant. Je pense à mes collègues, par exemple, du musée Victor Hugo, Maison Vacry à Villequier, qui dépend du département de la Seine-Maritime. J'espère ne pas me tromper, parce que je confonds des fois un peu la Seine-Maritime inférieure et les autres. Donc les réserves, en fait, sont mutualisées pour les collections départementales et se trouvent à Rouen. Alors, voilà, Villequier, les dessins de Victor Hugo ne sont plus à Villequier, mais à Rouen. Donc il faut des fois se déplacer plus ou moins loin. Vous savez certainement euh, l'esprit, les réserves du Louvre-Lens, qui ont fait un peu polémique, cette délocalisation un peu trop lointaine des réserves, alors qu'on leur avantage, mais aussi leur a des avantages, parce que ça génère des transports. Donc, c'est pas très éco-responsable comme on dit aujourd'hui, c'est pas non plus économique, parce qu'il faut des allers-retours en TGV pour les conservateurs et des choses comme ça. Donc, mais c'est vrai que c'est une tendance. Alors, on envisage beaucoup la construction de nouveaux bâtiments. C'est qu'à la ville de Paris, on a ce projet. Ça a été un projet, mais qui n'a pas été retenu pour la mandature précédente, parce que c'est très cher. Mais c'est vrai qu'on se fait épingler par une cour régionale des comptes parce qu'on loue un espace pour une fonction permanente. Et pas dans les clous de l'administration, ce n'est pas à Sciences Po que je vais apprendre ça. Donc on dit que nous devrions avoir nos propres réserves. Ça veut dire construire un bâtiment et c'est très cher, surtout avec les impératifs de conservation technique d'aujourd'hui. Et puis, c'est pas très séduisant pour les élus d'investir beaucoup d'argent, même si c'est pour la conservation du patrimoine, justement dans quelque chose que le public ne voit pas, le citoyen ne voit pas. Donc, c'est quelque chose de secret, et investir beaucoup d'argent là-dedans, c'est compliqué. Donc, on a essayé de trouver des idées pour rendre plus sexy cet investissement aux élus. Alors, il y a eu une idée, ce sont les réserves visitables. Alors, il y a des musées qui fonctionnent comme cela, mais
tend de plus en plus à penser que c'est une fausse bonne idée. D'abord parce qu'en fait, ça renchérit les coûts, par des coûts de personnel, puisqu'il faut des gardiens ou des conférenciers pour faire visiter les réserves. C'est très contraignant, on ne peut pas faire rentrer des foules dans un endroit qui, par essence, doit être sécurisé. Contre le vol et contre l'incendie, il y a bénéficié d'une certaine discrétion aussi. Donc, on fait un peu machine arrière sur cette chose, mais on essaye d'y jumeler justement d'autres services. Et une idée qui fait son cours, c'est de créer des réserves comme centre de formation pour certains métiers de la restauration, par exemple, quoi, d'avoir des lieux d'accueil comme ça, travailler plus en synergie avec l'INP, par exemple, ou les MST, qui ne sont pas des maladies, mais des maîtrises des sciences et techniques. Ça s'appelle peut-être plus comme ça maintenant. C'est le master de... Mais qui doivent venir travailler dans nos réserves. Je pense qu'il y a des idées un peu à trouver aussi de ce côté-là. Alors, comme vous vous plaignez tous de ces chefs-d'œuvre qui sont stockés hors de la vue du public, ce qui est un scandale, puisque notre première mission en tant que conservateur, hein, notre mission, c'est de conserver, mais c'est de montrer, de mettre à disposition les œuvres que nous avons mission de conserver, mettre à disposition du public. Donc, les garder dans le bois, dans les réserves, d'une certaine façon, c'est scandaleux, c'est un manquement à nos réserves, même si c'est parfaitement justifié. Il faut des mesures compensatoires, en quelque sorte, une alternative à la réserve. Alors, elles sont de différents œuvres, de différents ordres. Euh, D'abord, les expositions, tout bêtement. Les expositions et les accrochages de collections qu'on fait changer. Moi, quand j'étais été nommé à la direction de la maison de Victor Hugo, j'ai dit qu'il fallait faire 2 expositions par an. C'est un musée qui n'a pas d'ancrage local. Pour qu'on en parle, c'est comme pour la mode et le costume. Comme pour la mode, plutôt, il faut 2 collections par an. Donc, il faut 2 expositions par an. On parle de nous. Et on m'a dit, ah, non, c'est pas voilà, un musée de petite taille. On voit qu'il y a une exposition par an. Alors, j'ai réussi à faire d'aller valider ce projet de 2 expositions par an, justement en faisant une des 2 expositions uniquement à partir de nos collections. Ce qui voulait dire pas de transport, pratiquement, pas d'assurance, puisque nos collections et la ville de Paris sont propres assureurs. Il y avait juste un peu de scénographie, d'aménagement, d'éclairage, de cartel, de médiation. Mais j'ai l'idée de faire travailler le même scénographe sur les 2 expositions annuelles de façon à lisser les coûts. Donc j'avais on appelle ça un modèle économique vertueux. Et j'ai même été, c'était pas le but du jeu à l'époque, puisque c'était juste de faire des économies. Je suis même devenu un pionnier de l'éco-responsabilité parce que du coup, on modifiait les scénographies à minima et on fait en avance sur l'éco-responsabilité. Donc, tout était parfait à peu près. Mais c'était pour moi une vraie nécessité parce que la maison de Victor Hugo, si vous la connaissez, ben, c'est un petit hôtel particulier à la place des Vosges qui a un étage qui évolue aux collections permanentes, c'est l'appartement de Victor Hugo, qui en plus est très sanctuarisé dans sa présentation, qui est en fait une biographie de Victor Hugo par l'objet et par l'image. Et donc on ne peut pas changer non plus beaucoup de choses. Dans un tout petit cabinet, on peut faire des rotations. Or, et ça fait 283 mètres carrés, et sur ces 283 mètres carrés, eh bien, dans nos collections, alors on estime que nos œuvres sont à peu près de l'ordre de 50 000. Après ça, c'est toujours compliqué de connaître. Vous allez me dire, mais comment, monsieur le conservateur, vous ne connaissez pas le nombre de vos collections? Ça dépend aussi de comment on compte les objets et puis on a des obligations en matière de récollement, ce qui fait beaucoup progresser la chose. C'est pour ça qu'il y a du monde dans les réserves, parce qu'il faut récoller tous les 10 ans, on doit vérifier que toutes les œuvres inventaires sont bien dans la réserve. Donc, on va souvent en réserve pour vérifier cela. Voilà, donc ça, 50 000 œuvres sur 283 mètres carrés, ben, vous dites bien qu'il faut tourner. Bon, alors on a dessus 20 000 manuscrits qui sont des lettres, des manuscrits littéraires ou autres.
Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on ne peut pas exposer en permanence. Les dessins de Victor Hugo en encre métallo-gallique, ça, on les expose au minimum. Encore, je suis beaucoup trop généreux pour du prêt. Voilà, donc il y a des choses, on est forcé d'avoir des œuvres en réserve et les faire tourner par les expositions est une bonne chose. L'autre alternative à laquelle je tiens beaucoup, ben, c'est le numérique, c'est la mise en ligne des collections. Alors, la ville de Paris a un portail des collections qui s'appelle Paris Musée Collection, sur lesquels on a une base de données de nos œuvres. Alors, c'est un travail de longue haleine, parce que c'est un travail lent. Il faut quand même vérifier ce qu'on écrit sur la fiche, le notice, et puis il faut numériser les œuvres, donc les photographier en bonne définition, importer avec tout un process les images. Mais, ce soir, j'ai très mal à l'œil gauche, vous voulez tout savoir, parce que j'ai passé l'essentiel de ma journée à valider les fiches sur le portail des collections des lettres qu'on a numérisées. Et donc, j'ai passé ma journée à fixer un écran et à taper sur des petites cases. Alors, mais à faire des corrections quand même utiles. Voilà, donc la mise en ligne des collections me semble quand même très utile. Alors, certes, ce n'est pas c'est un peu un biais par rapport à notre mission qui est de montrer les œuvres véritables, physiques, vraies œuvres, les objets, mais divulguer l'image, c'est quand même très important. Parce que ça permet, pendant vos nuits d'insomnie, de voir tout ce que vous ne pouvez pas voir au musée, justement beaucoup plus que ce que vous pouvez voir au musée. Si vous voulez lire toute la correspondance de Madame Hugo avec Victor Hugo, vous pouvez regarder notre site et vous allez avoir plein de manuscrits de ce type. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Euh, D'ailleurs, oui, je oubliais de préciser, je vais le faire parce que vous avez parlé du mobilier national, et c'est vrai que le rôle des expositions, pardon, je fais un coq à l'âne, le rôle des expositions est très important pour les collections et pour montrer. Je ne sais pas si vous avez visité la remarquable exposition sur le sacre de Charles X, qui s'appuie beaucoup justement sur les réserves et qui a fait un énorme travail tout à fait qui est important de signaler dans les réserves, parce qu'il fallait justement chercher dans les réserves ce qu'il subsistait du sacre de Charles X, c'est-à-dire les échantillons de tissus qu'on avait demandé aux fournisseurs pour les broderies qu'il fallait faire, et retrouver des choses. Donc ça, on montre, voit à quel point il y a une synergie très efficace et très précieuse et très pertinente et qui porte ses fruits entre réserve et exposition. En plus, la mise en ligne. Et puis, ben, il y a une autre alternative qui est que peuvent se permettre, sauf seuls les grands musées, c'est les succursales. Alors, le Fabrique du Metz, le Volence, le Guggenheim Bilbao, etc. Les musées, surtout les musées d'art moderne et contemporain qui ont tellement d'œuvres qu'elles ne savent plus quoi faire et qui en plus des œuvres monumentales qui ne tiennent plus dans les réserves, ben, on crée un autre musée, comme ça. Voilà. Donc, au lieu de faire une réserve, on fait un musée. C'est peut-être pas plus mal, mais ça vous dit quand même l'inflation qu'il y a. Alors, je ne sais pas si l'aliénabilité des œuvres va tenir longtemps à ce rythme, mais c'est un problème qu'on se posera. Alors, je voudrais quand même revenir un peu à la sensibilité et à la poésie. C'est le moment de la divagation. C'est le moment de la divagation presque. Vous parlez de la réserve, pas de la maison de Victor Hugo, de Victor Hugo lui-même. Victor Hugo était en fait un chineur compulsif. Alors, j'en profite pour me faire un peu de pub, j'ai le droit. Oui, 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 oui. Parfait, parfait. Nous sommes un petit comité. Euh, Bon, à la fin de l'année, je dois publier un deuxième volume, en mon sens. Je consacré un livre au dessin de Victor Hugo, je vais en consacrer un au décor de Victor Hugo. Victor Hugo, décorateur. Et oui, Victor Hugo a aussi été décorateur. Avant Jacques Garcia, c'était décorateur. Et alors, on connaît Odile House, qui est déjà une maison bien pleine, parce que Victor Hugo, quand il décore un lieu, c'est la totalité des 6 faces du cube, sans laisser 1 centimètre carré de vide qu'il décore. Mais du coup, je me suis un peu replongé dans les archives, pour voir comment étaient ces appartements parisiens. Et ces appartements parisiens étaient aussi c'était l'encombrement des richesses, pour reprendre le titre d'un très bel essai d'histoire de l'art sur l'art hollandais. Il n'arrêtait pas d'acheter des objets, curiosité d'objets. Donc, et il se trouvait bien embêté parce que bah, il a fait son décor Haute House. Et son décor, il était bien fait, il avait une logique. J'essaie d'expliquer dans le livre. Donc, il pouvait
plus rajouter d'objets dans ce décor, mais continuer à acheter des choses qui n'avaient pas d'autre usage finalement que d'être en réserve. Alors il les stockait un peu partout, dans une pièce qu'on appelle l'atelier, mais c'était pas top, comme on dit, parce que c'est une serre à deux étages. Alors c'est le rez-de-chaussée de la serre à deux étages, mais enfin, c'est une pièce vitrée, où il pleut quand il y a trop forte pluie, et où il y a trop de soleil, il fait trop chaud, enfin bon. Voilà. Donc il y avait tous ces objets. Et il y avait une pièce dans la haute Villa House qui était la salle de billard. Salon de billard, qui était pour Victor Hugo la pièce familiale par excellence. C'est-à-dire, c'est là qu'on se réunissait le soir en famille pour jouer au billard, boire du thé, manger des glaces ou boire du punch. Et puis, il y avait dans cette pièce, qui avait un décor plutôt classique, là, avec des portraits, les portraits de famille. Donc, c'était le centre de famille. Puis, la fameuse série des dessins de Victor Hugo, les souvenirs, dont il avait peint lui-même des cartes, c'était des souvenirs de ses voyages. Voyage qu'il faisait d'ailleurs avec sa maîtresse Juliette Owen. Tout ça voisinait très bien dans l'atmosphère familiale. Donc c'était pour lui le cocon de la vie familiale. Simplement, la famille a un peu mal vécu l'ancrage dans cet exil. Certes, Guernesey est une île tout à fait charmante, mais qui a quand même une vie mondaine assez limitée, surtout que Victor Hugo, lui, avait trouvé le lieu idéal pour travailler et pour écrire, donc ne tenait pas à avoir une vie sociale trop excessive. Donc la famille, peu à peu, est partie. Ça a commencé par Charles, Madame Hugo qui a multiplié les voyages à Paris sous prétexte de marier sa sœur, puis de marier sa fille Adèle, puis Adèle qui a fugué, comme vous le savez, puisque vous avez tous vu le film Le Truffaut, Adèle H, la poursuite du lieutenant Pinson, puis François Victor qui est resté le plus fidèle longtemps, mais qui s'était fiancé à une jeune Guernesiaise qui est morte de tuberculose et de chagrin, n'a pas supporté la mort de sa fiancée, et donc il est parti. Sinon, Victor Hugo s'est trouvé tout seul dans cette maison. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a cadenassé le billard. C'était la pièce familiale par excellence. Ben, il a cadenassé le billard et puis il a donné la clé à sa cuisinière. Cuisinière qui n'était pas comme d'ailleurs. On récupérait la clé et bonjour. Euh, et alors, mais sans parce que, imagine, Victor Hugo, qui vit dans le culte de Léopoldine, cadenasse la pièce où il y a le portrait de Léopoldine, et puis les portraits de la famille. Mais je pense qu'il est tellement habitué à vivre avec les âmes et les fantômes qu'il n'a plus besoin de voir les portraits. En fait, c'est un geste symboliquement très fort de cadenasser cette pièce de vie familiale. Il va en faire une réserve. C'est-à-dire tous les objets qui traînent un peu à droite à gauche et dans l'atelier vont être stockés dans le billard. Il ferme le billard, si je me souviens bien, en 65, 65, 79, 65, 1865. Et donc, ça va rester fermé jusqu'à la fin de l'exil. Et même après, la pièce reste fermée. Et en 1878, lors du dernier séjour qu'il fait à Old House, il y a ses petits-enfants, Georges et Jeanne, ils sont tous les droits. Enfin. Et Richard Leclerc, qui est son secrétaire, qui s'occupe aussi des enfants. Et alors, ils sont tous très intrigués par cette pièce qui est fermée. En plus, c'est pas pratique parce que vous avez en fait une enfilade de trois pièces, le billard, le salon de tapisserie et l'atelier. Et le fait que le billard soit fermé, pour aller dans l'atelier et le salon de tapisserie qui sont en libre pratique, comme dit Victor Hugo, il faut passer par le couloir enfin, c'est sortir dans le jardin pour entrer donc c'est d'autant plus intriguant pour les enfants. Donc ils ont baptisé cette pièce fermée, le billard, la Tour du Nord. Voilà, la Tour du Nord, très évocateur, pas dans le lot. Et donc ils commencent à forcément taquiner leur grand-père. Ils ont envie de voir la Tour du Nord. Le fantasme de la réserve. Ils veulent visiter la réserve du musée de Papapa. Et Papapa, qui dit toujours oui à ce que demandent ses petits-enfants, ben, il résiste un peu, Papapa. Et finalement, ces dames, c'est-à-dire Alice, la mère des enfants, et puis Julie Chenet, qui est la gardienne du temple, la haute ville, la jeune sœur de Madame Hugo, s'y mettent aussi. Ils ont très envie de revoir le portrait. Victor Hugo finit par céder. Il dit avec beaucoup de précaution et surtout ne touchez à rien parce que c'est rempli d'objets auxquels je tiens beaucoup. Donc je vois qu'il a entassé là pour ne
pas les voir, on n'allait jamais les voir. Il y tient beaucoup de très précieux. Tout est encore en caisse. Et donc, on ouvre la porte et on rentre dans cette pièce qui est fermée depuis plus de 10 ans. Personne n'est jamais rentré. On entend peut-être des rats même qui se promènent, on ne sait pas trop. Et on en regarde. Charles est très ému parce pardon, Georges, le petit Georges est très ému parce qu'il voit le portrait de son père, Charles l'enfant. Bon. Julie Chenet, elle écrase une larme parce qu'elle voit le portrait de sa sœur. Donc c'est un moment sans doute très, très émouvant, très étonnant. Et voilà, on fait la visite, après on referme. Ah, ça, c'est la réserve absolue, qui est une réserve, vous parliez de religiosité dans la réserve, je pense qu'il y a de ça, c'est le tombeau de la pyramide, en quelque sorte, qu'a fait Victor Hugo, sans doute pour se libérer des objets, alors à la fois des objets familiaux, intimes du passé, mais aussi de ce qu'il acquérait encore. Alors le problème, c'est que, et ça fait mon désespoir, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette réserve. Parce que bien sûr, après la mort de Victor Hugo, on a rouvert, ben, on a puisé dedans, on a réouvert, fait que la maison était visitable, hein, du vivant de Victor Hugo, et la famille la rend complètement visitable. Et donc, on fait le ménage dans ce cas, et on fait un accrochage, et les objets sont un peu partagés, sans doute dans une place, mais il n'y a pas d'inventaire qui est fait de cette réserve, parce de ce qui était dans cette réserve, parce qu'ils sont un peu dispersés dans la famille, voilà cette réserve étonnante de la Tour du Nord. Merci. Merci. Au revoir. Dans les questions. Alors, si vous avez pas des questions ou même des anecdotes personnelles, je ne sais pas. Enfin, oui, oui. J'ai une question à propos du commentaire que vous avez fait sur les réserves musées, concept sur lequel on reviendrait apparemment, enfin, on fera un peu machine arrière. Euh, Quelle est votre opinion sur la Kunsthalle de Rotterdam, qui, de mon point de vue de néophyte, est quand même une réussite, hein, puisque, en fait, pour les personnes qui connaissent éventuellement pas, au départ, le musée ancien, qui nécessitait de très importants travaux, au bout de 3 ans, ils se sont rendus compte que ça allait en durer 8 ou 10. Ils avaient un problème de stockage des œuvres, il y avait des œuvres qui étaient même abîmées, voire perdues. Et sur le même terrain, c'est un immense, enfin, c'est un endroit à Rotterdam très très grand, ils ont construit un deuxième lieu, qui a une forme d'ailleurs très rigolote de pot de fleurs, tout recouvert de feuilles d'aluminium, enfin c'est assez spectaculaire. Et ce sont les réserves, mais il y a aussi la possibilité pour le public de pénétrer dans ce lieu. Il y a des expositions qui s'y tiennent et on peut, ça c'est absolument génial, visiter à certains moments de la journée, pour un temps très court, certaines de ces réserves. Moi je trouve que c'est une grande réussite, mais voilà, j'aimerais bien. Gérard va certainement répondre mieux que moi, mais il y a aussi le Victoria Albert Hall qui vient d'ouvrir ses réserves, là. Oui, absolument splendide. Mais voilà, l'expert. Euh, oui, c'est indéniable que ça peut avoir son intérêt, ça a beaucoup de contraintes. Et comme disait, euh, alors s'il y a une volonté politique, parce que ce sont les politiques qui décident de ce type d'investissement, ça va bien. S'il faut convaincre les politiques, alors c'est vrai qu'on a beaucoup mis en avant cette idée de réserve visitable. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on cache, mais c'est quelque chose qui est accessible au public. Alors on s'interroge de plus en plus sur ce type de fonctionnement à cause de ces contraintes pratiques et financières. Euh, je disais, les réserves, c'est aussi de plus en plus des zones où on travaille. Voilà, donc il s'y passe beaucoup de choses, comme les jours de fermeture des musées, on s'y active beaucoup. Donc c'est un peu difficile d'avoir une coactivité visite-travail. Voilà, bon, alors ça peut se régler. Il y a certaines heures, voilà, on va visiter les réserves pendant l'heure du déjeuner, et on peut toujours gérer la chose. On peut avoir des inquiétudes sur la sécurité, même si c'est très encadré. En tout cas, ça va générer un surcoût dans la mesure où il va falloir de la surveillance,
ou des guides conférenciers pour accompagner les gens, parce que on fait pas ces visites en visite libre, je pense. Ou en tout cas, c'est très. Donc finalement, ça rajoute un coût à quelque chose qui est très cher et pour un public peut-être un peu limité. Alors c'est pour ça qu'on s'interroge sur cette chose-là. Euh, mais c'est vrai que c'est une des solutions. Donc chacun y trouve son. Je crois que ça dépend. Euh, à mon âge, on ne croit plus qu'il y ait des règles absolues et que c'est chaque fois un peu au coup par coup selon les. Voilà, et je pense qu'il faut que les musées aient cette grande diversité et que on ne s'interdise rien. Mais quand ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas ou si ça coûte trop cher, si c'est trop embêtant, il ne faut pas le faire. Voilà. Et je pensais, quand je disais que ce qu'il me disait sur lequel on revient, je ne parlais pas de façon complètement générale, mais en tout cas dans les réflexions sur les réserves mutualisées de la ville de Paris, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne solution. En plus, si vous construisez des réserves mutualisées, il faut quand même beaucoup d'espace. Vu le prix du mètre carré à Paris, ça va pas être dans le marais, vos réserves. Donc, Donc à Rotterdam, c'était peut-être pas tout à fait le même problème, mais voilà, bon, et puis il y a les est-ce qu'il bâtiments faut- industriels, effectivement. Mais si vous allez trouver les mètres carrés moins chers, plutôt du côté du nord de Paris, la Porte de la Chapelle, qui est peut-être moins fun comme visite. Oui, C'est mais c'est- voilà. oui, c'est ce qu'a fait Strasbourg, par Voilà, exemple. mais Strasbourg, ils ont tous les musées de la ville sont mais assez loin du centre-ville, dans un espace qui était en fait un espace qui était oui, désaffecté et où ils font, comme vous disiez Gérard, de la restauration. Enfin, les chercheurs viennent. C'est un lieu qui est un lieu pas simplement de stockage, c'est un lieu de oui. travail. Là, on essaye de rentabiliser un peu les choses, Voilà. de faire plus précises. Par exemple, nous avons des ateliers des musées, donc, qui font de la menuiserie, la serrurerie, la tapisserie, les peintres, des gens qui interviennent beaucoup. Voilà, plutôt que les avoir dans un lieu, les réserver dans l'autre, on peut justifier de rassembler ça. Et puis il y avait cette idée là, qui en ce moment se vogue de coupler peut-être avec un centre de formation. Oui, Oui. Dans tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses intéressantes aux deux. Et moi, ça m'évoque le monde du vin. Le monde Du vin. du vin. Et notamment la cave. Oui. Il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait dresser comme ça. Puisque c'est un lieu de secret qui, il y a aussi des merveilles. Donc, un lieu aussi qui suscite beaucoup d'imaginaire. Et qui commence aussi, il y a tout un tourisme qui commence à se développer de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous dites? alors je préfère visiter les caves que les réserves. Et Gérard a beaucoup de goût. Bien sûr, oui. Non, ce que j'ai trouvé moi intéressant, parce que j'étais totalement étranger à ce milieu, c'est de voir à quel point des lieux fonctionnels créent de l'imaginaire. Et que cet imaginaire n'est pas forcément celui qu'on attend. Donc, parce qu'on est souvent sur la fonction, sur son usage, et en réalité, ça déborde. L'imaginaire déborde de la fonction. Alors peut-être que dans le vin, c'est exact, je ne connais pas suffisamment ce métier. Enfin, C'est de plus en plus aseptisé, moins ah oui, poétique. oui, Oui. Ah ouais, on aime bien que ça sente la moisine. oui. On pourrait faire un parallèle avec le vieillissement. C'est pour faire vieillir le vin. Euh, c'est quelque chose, surtout pour les musées de beaux-arts, d'art moderne, contemporain, c'est que euh, soit vous avez un cadre très strict à votre collection. Moi, c'est simple, tout ce qui concerne Victor Hugo, donc je ne vais pas trop déraper. Quoique, j'espère. Ok. Mais vous avez un musée de beaux-arts, un musée d'art contemporain, d'art moderne et contemporain. Pourquoi vous choisissez tel artiste plutôt que tel autre? Ouais. Vous êtes forcément tributaire non, de l'air du temps. Je ne vais pas dire du mal de mes collègues. Bien, j'ai travaillé 20 ans dans un musée d'art moderne, mais en commission d'acquisition, par exemple, on doit argumenter pour une commission interne puis à la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, on doit justifier de nos acquisitions.
Et je remarque que très souvent, la justification des achats d'art contemporain, ce sont des arguments d'autorité. C'est artiste qui en ce moment est un artiste phare, sur la, qui a participé à des tas de choses, donc je sais pas, alors que nous on va être très tâcherons en disant c'est historique de l'œuvre, l'importance de l'iconographie, des choses. Donc forcément, vous achetez dans l'air du temps. Donc après, ben voilà, vous avez acheté beaucoup d'art cinétique à l'époque de la vogue de l'art cinétique, et puis ben, 15 ans après, plus personne n'a envie de voir de Oui, l'art cinétique, et donc oui, ça reste en réserve. Mais ben, 20 ans après, on a de nouveau envie de voir de l'art cinétique parce qu'il y a nouveaux artistes contemporains qui travaillent un peu dans cette veine-là et donc qui vont faire des œuvres. Et on va ressortir l'art cinétique. Ah. Donc les réserves, ça permet, voilà, comme la redécouverte de l'art pompier aussi, qui a été réévaluation. Donc on sait que c'est sur le long terme. C'est aussi l'un des arguments qu'on met toujours en avant pour l'inaliénabilité des œuvres, c'est que bah oui, on risque d'être tenté de vendre une œuvre aujourd'hui parce qu'elle est passée de mode, alors que dans 20 ans, on regrettera ça. Alors, il y a aussi beaucoup de choses plus ou moins exactes sur la possibilité de vendre des œuvres qui est quand même très, très encadrée aux États-Unis, par exemple. Et où c'est plutôt pas les œuvres oubliées qu'on va vendre, parce qu'elles rapportent très peu d'argent. On va plutôt vendre des chefs-d'œuvre ou des œuvres importantes, mais dont on a l'équivalent pour rapporter l'argent dont on a besoin, mais dans le mode de financement de musées qui sont souvent des musées privés. Je pense qu'il y avait une une bonne question. question derrière. euh, D'inventaire des conservateurs, enfin des musées de manière générale, quand c'est conserver, c'est préserver, préserver sans empêcher que ça parte. Et je pensais notamment au vol et au scandale ce qui s'est passé au British Museum quand on s'est aperçu que le directeur et plusieurs ont carotté, enfin, ont sorti des centaines de pièces, pour ne pas dire des milliers, qui n'étaient nulle part inventoriées. Et est-ce que c'est possible en France et est-ce que la numérisation euh, pourrait empêcher ça ou de toute façon on peut pirater une numérisation? Il y a beaucoup d'aspects à la question. Ce sont des problèmes liés. Euh, alors, sur le vol, il y a deux types de vol. Il y a le vol commis par un montant d'air extérieur et il y a le vol commis par des conservateurs ou des membres du musée. Alors, bon, moi, je suis vieille école, c'est quelque chose qui est complètement impensable pour moi. Mais visiblement, l'époque évolue et donc c'est pensable pour d'autres conservateurs. Euh, je crois que la base de ce métier, c'est une déontologie, une honnêteté foncière, hein. Donc, j'ai du mal à comprendre ce genre de cas. Bon, c'est pas- bon, il peut toujours y avoir des tentations, des dérapages. Alors, là, c'est facilité par des retards d'inventaire. Alors, des retards d'inventaire, des œuvres non inventoriées, où il ne faut pas se voiler la face, il y en a pas dans tous les musées, mais dans beaucoup de musées, surtout les musées qui ont des collections très importantes. Vous savez que moi, quand je suis arrivé à la maison Victor Hugo, il y avait un gros retard d'inventaire. Euh, et le combler a été l'une de mes priorités. Alors, comment est-ce qu'on comble un retard d'inventaire? Ben, on inscrit au registre. J'ai pas toujours été dans les clous parce que il faudrait que je fasse, il a fallu que je fasse valider l'inventaire rétrospectif. Donc, c'est une paperasserie qui me prend beaucoup de temps. Donc, s'il faut faire et justifier de faire, ça prend deux fois plus de temps. Donc, et puis, il y avait tellement à inventorier rétrospectivement qu'on a beaucoup inventorié rétrospectivement. Donc, je pense peut-être, avant de partir à la retraite, j'ai une grosse justification de l'inventaire rétrospectif. Et sur ces entrefaites est venue l'obligation de récolement décennale, justement, euh,
parce qu'on s'est ému, à juste titre d'ailleurs, euh, hier, administration de disparition dans les collections des musées. Chose qui est disparue, alors soit par le vol, soit perdue, soit détériorée. Donc, on a édité cette obligation tous les 10 ans de vérifier que toutes les œuvres qui sont portées à l'inventaire sur le registre sont bien dans les collections. On doit dire que c'est dans l'état du registre, vérifier si l'état est bon. Ça, c'est aussi une veille sanitaire d'une certaine façon. Ça fait partie de la conservation préventive. Alors, la numérisation, autrefois, il y avait un inventaire photographique. C'est l'équivalent, sauf que la numérisation, elle sert beaucoup à la mise en ligne. Publier ce qui est en réserve, ce qui est une façon aussi de le sécuriser et de faire qu'on ait moins la tentation de le voler. Donc tout ça se tient, effectivement. Alors moi, je suis un fervent partisan de la numérisation, de la mise en ligne des collections, parce que c'est un mode de diffusion, de mise à disposition de la collection du public. Donc c'est ma mission, au même titre que d'exposer dans les salles. Euh, Voilà, mais l'humanité étant ce qu'elle est, je suis pas sûr que ça garantisse de tout danger, mais c'est vrai que plus on sécurise, plus on met d'informations, plus Mais bon, ceci dit, on n'arrête pas de nous mettre des contraintes là-dessus. Hein. Maintenant, on se préoccupe énormément de la provenance des œuvres. Donc, c'est très chronophage, essayer de vérifier la provenance des œuvres que nous avons. Ça est très... Voilà, on a de quoi s'amuser encore pendant quelques décennies. D'autres questions? Moi, j'avais une question, ouais. Oui. Justement, on a parlé un peu de sacralité, notamment dans l'exemple de Victor Hugo. Mais moi, je serais curieux de savoir si le fait de voir autant d'œuvres, justement, dans les réserves, hein, est-ce que ça permet justement, enfin, est-ce que ça donne un autre rapport à ce qui est dans le musée lui-même? Est-ce que finalement, de voir qu'une œuvre peut passer si facilement de l'ombre à la lumière et vice-versa, ça permet même chez soi de désacraliser presque l'artiste lui-même et de se dire que il y a un peu un... Non, moi, je dirais presque le contraire. Ouais. C'est-à-dire que le fait que l'œuvre est enfouie et attend une sorte de résurrection, je trouve que ça la sacralise presque plus. Et notamment, j'ai vu dans Piscine de Roubaix des œuvres qui étaient vraiment en cours de restauration, qui partaient en exposition. Et je sais pas, il y avait une lumière particulière, une sacralité d'ailleurs qui était celle des conservateurs qui avaient décidé que cette œuvre-là repartait dans une grande exposition, qui a sacralisé l'œuvre qui, quand on la voyait comme ça dans la réserve, n'était pas forcément très, voilà, très sacrée. Ça, c'est un point de vue sensible, c'est pas forcément. Ça dépend du moment, effectivement, quand c'est dans la réserve, posé par terre, parce qu'on ne pose pas vraiment les choses par terre dans les réserves, quand je suis des grilles, des choses comme ça, ou sur des étagères, au milieu d'autres œuvres, ça a coûté un peu plus de Saint-Ouen, donc parfois. C'est vrai que ça pourrait avoir une sorte de désacralisation, puis on se dit, oh là, mon Dieu, toutes ces œuvres. Et puis dans la réserve, c'est mélangé une chef-d'œuvre, une œuvre plus mineure. Euh, là, mais c'est un passage qui n'est pas inintéressant parce que c'est vrai que dans la réserve, on voit l'œuvre mal éclairée, parfois pas encadrée. Les dessins qu'on sort des cartons. Euh, et quand on la voit dans l'exposition, on la redécouvre. Moi, ce qui me fascine toujours, c'est quand je prête des œuvres dans un musée et que je les vois accrochées ailleurs qu'au musée. Ça me les renouvelle beaucoup de regard. Donc, ce changement de condition de l'œuvre et de sa de sa vue, c'est important. Et alors, je pense particulièrement au domaine des arts graphiques, du dessin. Effectivement, nous, on a cet immense privilège de voir les œuvres sans verre dessus. Voilà, quand on sans vitre. Quand vous sortez un dessin de Victor Hugo d'une boîte et que vous le regardez, que vous l'avez sous le nez, c'est pas la même chose. Enfin, c'est encore mieux que quand c'est au mur. Alors, juste avant, il y a d'autres questions, je crois. Juste avant, je voulais signaler la présence de Arthur Soria,
qui est mon bien-aimé coproducteur, qui m'a fait confiance au tout début, alors qu'il n'y avait strictement aucune raison de me faire confiance, et qui non seulement m'a fait confiance, mais a réussi à convaincre des musées de nous faire confiance. Donc, puisqu'il est là, un petit peu en retard, mais je voulais saluer, saluer, saluer. Ah bon, ben justement, alors voilà, tu peux t'exprimer ma gratitude. Voilà, avant d'autres questions. Voilà. Oui, monsieur au fond là. J'ai une remarque sur la façon dont l'œuvre était sacralisée ou non, qui était la phrase de Walter Benjamin qui analyse la manière dont une œuvre, par la réception d'une œuvre, elle se fait par l'aura. Et lui, il l'a défini comme enfin, cette aura, comme l'apparition de l'existence. Et donc j'imagine qu'elle opère autant dans le musée que dans la réserve, cette existence-là. Donc là, c'est juste un petit aparté. Sinon, j'avais une question pas tellement sur la poétique, mais plutôt sur la politique de la conservation française, et qui était notamment le caractère inaliénable des œuvres. Et je crois que c'est un système qui est latin, plus enfin, c'est pas ça en Espagne ou en Italie, en France. Et cette nature-là donne en même temps autant de chance qu'un poids pour les musées, puisqu'elle devient du coup éternelle à l'intérieur du musée. Je me demandais, François, toi qui a été en même temps au Milan aussi, Oui. est-ce que c'était la même politique et est-ce que cette politique-là, du coup, donnait une sorte de fixité aux œuvres et à quel point elle influençait la compréhension et la conservation des Alors, concepts? vous savez que c'est un poids pour des chefs-d'œuvre, pour des œuvres majeures, mais c'est un poids aussi parce qu'il y a des œuvres qui sont données au musée et qui deviennent inaliénables et qui en comptent. Par exemple, la piscine de Roubaix, il y a un mouton mérinos qui a été donné par les établissements Prouveau. Bon, qui demande beaucoup d'attention. Il faut le. Non, mais je vous assure, la régisseuse qui s'occupe du mouton de la piscine de Roubaix, c'est un job à plein temps. Donc, bon, voilà, donc il y a de l'embarras un peu. Je ne sais pas, Gérard, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce. Ouais, la philosophie aujourd'hui, c'est de refuser les donations, les dons qui ont des conditions qu'on risque d'avoir du mal à respecter. Il y a beaucoup de donations qui ont été données autrefois, à condition que ce soit l'intégralité de la collection et que ce soit exposé intégralement et certaines fois, qu'on ne puisse même pas prêter les œuvres. Aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes et on n'accepterait plus ce type de donation. Pas chaque pays a cette tradition. Il y a ce dogme de l'immunité qui est institué. Les conservateurs ont toujours lutté pour qu'il soit préservé. Un des arguments, c'était justement par rapport aux dons, que bah, si un donateur donne sa collection, ou donne des œuvres très précieuses de sa collection, euh, quelque part, c'est parce qu'il veut sa pyramide. Il veut rester éternel par ses œuvres qui vont rester éternellement dans le musée. Il y a un peu de ça dans le fond. Et si il dit oui, mais dans 20 ans, on risque de les vendre parce que s'il voit qu'on se la vendre des œuvres, ça risque de freiner les, les dons. Alors, ceci dit, ça a beaucoup évolué parce que aujourd'hui, les, les dations et dons avec reçus fiscaux ont beaucoup progressé. La loi Niagon. Donc, ce qui change un peu aussi la donne de la générosité. Mais le refus d'accepter est de plus en plus fréquent, hein. Par exemple, Galliera, par exemple, le nombre Ouais. de propositions De oui, garde-robe entière. de garde-robe entière c'est considérable et en fait, maintenant, ils refusent parce que, en effet, les conditions de préservation, quand on voit aujourd'hui les standards qui sont utilisés par Galliera pour conservation des œuvres, des housses, des papiers à l'intérieur, Ça coûte cher. coûte très cher.
Oui, puis le don est un contrat, donc Oui, non, t'as bilatéral, il faut oui, absolument que ce soit accepté. Donc on ne absolument. peut pas forcer un musée à prendre Oui, quoi que ce soit. oui, Heureusement. madame. Bon, alors moi, j'ai d'abord une remarque. Oui, Je tiens à dire avec témoin, que cette belle aventure à laquelle tu nous as conviés ce soir, François, n'aurait pas été possible si tu avais pu voir Belphégor. c'est vrai. C'est vrai, Voilà. j'avais pas vu ça comme ça. Pour le collectionneur, finalement, c'est la règle est connue, monsieur l'a connaît mieux encore, peut-être, c'est que c'est quand même le manque qui crée le désir. Ouais. Bon. Et une question, alors, qui peut-être relaye un peu celle d'Anthony et qui s'adresse à vous deux différemment. C'est que justement, est-ce que vous, monsieur, dans votre métier, vous avez si bien exposé, j'aime beaucoup aimé l'affaire de la salle du billard, de la tour de là ça complète vraiment la belle image qu'on peut avoir de Victor Hugo. Et toi, François, peut-être vous pouvez répondre différemment. Est-ce que vous, dans votre métier, et toi, François, dans cette déambulation, est-ce que ça a changé le rapport que vous avez vous-même, je ne dirais pas à l'art, parce qu'on serait encore là demain, mais peut-être aux objets? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, le contact avec l'accumulation, vous fait vous dire, ah, moi, la prochaine maison, il n'y aura plus rien, etc. Ou bien au contraire, peut-être que j'ai chez moi des choses que je ne regarde pas assez, enfin, etc. Et donc, vous voyez, ce n'est pas par rapport à l'art, parce que c'est un grand sujet, mais qu'est-ce que ces questions que vous avez évoquées devant nous, et par le métier ou par la sorte de passion, qu'est-ce que ça change dans votre rapport aujourd'hui aux objets? Je sais peut-être un peu la prolongement de ta question, Anthony, non? On peut. Inch'Allah. Alors le problème, c'est que j'ai le malheur d'être collectionneur. Et pire, j'ai le double malheur d'avoir une femme collectionneuse. Donc il n'y en a pas un pour freiner l'autre. Euh, alors je ne sais pas si ça a changé les choses, ça ne fait qu'enfoncer le clou, j'ai l'impression. J'ai une passion pour l'objet. J'aime profondément les objets en matérialité. Choses comme ça. Euh, et j'aime la collection, y compris, alors, pardonnez-moi de vous le dire de façon très triviale, même les emmerdements de la collection. Euh, je suis assez cinglé pour passer des heures sur problèmes de muséologie, de registre d'inventaire, de choses pour comprendre comment ça a été fait, les erreurs qui ont été faites, les choses. Enfin, ça me passionne. J'aime ce côté vraiment mon tiroir du métier, quoi. Mais, alors, dans, et puis il faut être assez teigneux, hein, parce que vraiment, vous êtes le flic sans répit qui va questionner l'objet, le registre, machin, jusqu'à ce que vous compreniez où a été faite l'erreur, le truc, qu'est-ce que c'était que ce machin-là. Enfin, donc c'est un métier de malade, ça je vous l'accorde. Et alors, dans la pratique personnelle de collectionneur, ben, j'aime bien justement, c'est peut-être ça, l'oubli temporaire des objets. C'est vrai que le passage en réserve, c'est une façon d'un peu oublier des trucs. Ah, ça, on ne l'avait pas vu depuis 10 ans ou depuis 5 ans, on redécouvre un objet. Et comme le collectionneur, tel qu'il est, par définition, celui qui a le plus d'objets qu'il me peut en montrer dans son appartement, surtout que mon appartement est pas très grand, ben, il y a plein de choses qui sont sous les placards, les machins. Là, quand on vient de déménager, j'ai retrouvé des tas de choses que j'ai oubliées. Et c'est comme quand on sort de la réserve. Donc, d'un seul coup, l'objet revit, et puis c'est une part de votre histoire personnelle qui revient. Donc, tout ça est très, très sensible, très, très émotif. Et bah, on peut avoir ce type de relation aussi avec les, les œuvres du musée qu'on est chargé de conserver, parce qu'on a des objets fétiches, des choses, des objets, des dessins, des peintures qui nous parlent plus. Et puis, il y a celles qu'on a achetées pour le musée aussi. Donc on a un rapport comme ça, effectivement, extrêmement sensible, sensuel et pathologique à nos collections. Moi, j'ai pas ce rapport pathologique, pas encore. Euh, Moi, enfin, ce que j'ai vu et que je ne voyais pas avant, c'est le dévoilement.
C'est-à-dire que c'est au travers de ce que les conservateurs m'ont dévoilé, vraiment dans le dévoilement physique de l'œuvre, l'œuvre qui sort de la caisse, là, ce qui sort du jeu, que j'ai commencé à voir l'œuvre différemment. Parce que les œuvres, je les voyais comme vous dans des expositions. Et donc, j'avais un regard déjà très préfabriqué par ce qu'on en avait dit, par l'aura de l'œuvre, par son éclairage, etc. Et quand l'œuvre, enfin, moi, j'ai vu des œuvres à nu, et en fait, même parfois quand elles sont humbles ou mal éclairées, on voit quelque chose de l'œuvre que l'on ne voit pas dans l'exposition. Et ça m'a beaucoup ému, en fait, beaucoup touché. Ça, oui, ce dévoilement et le fait d'avoir une proximité à l'os, Oui. ça c'est très révélateur. Anecdote, il y a un chapitre de mon livre sur les dessins de Victor Hugo qui a été très remarqué, dont on parle très souvent, c'est sur les minuscules. Victor Hugo a fait des dessins de la taille d'un timbre-poste. Il y a pas en tête. Donc, quand je préparais le chapitre où je l'ai parlé, je me suis dit, il faut que je parle de ces dessins. Donc, je sortais les cartons et puis je regardais ces dessins minuscules. Et donc là, j'ai la vue qui baisse un peu, j'étais forcé de regarder de très près, de me coller le nez dessus. Et là, c'était une révélation, parce que je me suis aperçu que quand on se colle le nez dessus, c'est-à-dire quand on regarde quelque chose de tout petit, qu'on se colle le nez dessus, tout ce qui est autour disparaît et vous basculez à l'intérieur de l'œuvre. Et ça vous révèle que l'œuvre elle a une dimension complètement mentale. Et que ces petits bouts d'essai qui étaient souvent des... Alors, on peut les prendre à la fois comme des laboratoires de Victor Hugo, où ils testent des techniques, des machins, mais où il explore. Et puis, si le petit, et je pense qu'il devait jouer aussi, puisqu'il était assez futé, rien ne lui échappait. Et dû comprendre ce côté extrêmement mental de ces dessins sont tous... C'est là que ça se passe, mais... euh, donc ça, c'est une révélation. Et ça, c'est quelque chose que je pense que vous pouvez difficilement faire quand ces dessins sont au mur, dans une salle de musée, avec un éclairage très bien fait, et derrière un verre. Mais quand vous le manipulez, quand vous l'avez en main, ça change tout là. Vous avez... sûr. Est-ce que le président du club veut dire quelques mots? Non, pas du tout. Vous, une question, merci. Je crois qu'il y a des bouteilles de Prosecco pour étancher notre soif. Donc, on peut continuer la conversation autour des verres. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux.